Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Volvo ES90. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. Alors que vient d'être présenté il y a quelques jours le futur best-seller de Volvo, d'après la marque en tout cas, le Volvo EX60, un SUV, et bien voici sa grande sœur, la berline ES90, ES90. Au menu confort, performance, équipement à la pointe et puis ce charme délicieusement scandinave de Volvo qui plaira à celles et ceux qui ne veulent pas de l'austérité d'une voiture allemande, mais tout de même un blason un peu premium sur la calandre. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de cette grande berline signée Volvo? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La voiture que j'aurai à laisser la semaine prochaine, j'ai déjà tenté de vous en proposer un essai, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire pour les problèmes de configuration. Cette fois-ci, c'est confirmé, il s'agira chez Zeekr de la 001, une berline ou plutôt un break de chasse, c'est tellement plus chic. Et puis dans la liste des prochains essais, il y a un nouveau venu, l'une des voitures électriques les plus attendues de 2026. Laquelle, pour le savoir, ne bougez pas, je vous dévoile ça tout à l'heure. À l'extérieur, cette voiture me fait penser à la Polestar 2, en plus grand évidemment, c'est une berline, mais une berline plutôt haute sur pattes. Ça lui donne une belle présence et globalement le dessin de cette voiture, je le trouve plutôt réussi, mais tout cela bien sûr est très subjectif. Vous vous ferez chacun votre petit avis. On est ici sur une finition supérieure ultra, en version d'entrée de gamme à 2 roues motrices Extended Range. La couleur de cette voiture d'essai, c'est la peinture métallisée Aurora Silver et les jantes de 22 pouces sont également optionnelles. On fera le point sur les différentes options présentes sur cette voiture tout à l'heure quand on parlera du prix. Parmi les éléments à noter à l'extérieur, on a à l'avant la signature lumineuse caractéristique de la marque, le fameux marteau de Thor, avec entre les phares une calandre fermée en partie supérieure et une partie basse à volet actif pour privilégier tantôt l'efficience, tantôt le refroidissement de la batterie selon les besoins. Sur les côtés, on a des passages de roues bien marqués, ce qui participe à l'image de solidité que la voiture renvoie. Les poignées de porte sont affleurantes pour augmenter l'efficience et à l'arrière, une partie arrière qui me convainc un peu moins. Eh bien, on va retrouver des feux qui sont assez présents, un peu trop peut-être, un éclairage qui remonte le long des montants du haillon. Était-ce vraiment nécessaire? Une partie arrière qui, selon moi, aurait gagné en élégance en proposant des feux moins massifs, mais ce n'est que mon avis. Et puis, petit détail, mais qui a son importance, l'intégration de la caméra arrière qui sert pour le rétroviseur numérique. On verra ça à l'intérieur dans un instant. Je trouve que l'intégration sous la vitre fait un peu bricolage et au niveau du fonctionnement d'ailleurs, c'est pas tout à fait optimal. On en reparlera dans la suite. Et vous, que pensez-vous de la ligne de cette Volvo? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, Volvo propose 3 versions de sa grande berline 100% électrique. La première version, c'est la version essayée cette semaine, est une version à un seul moteur, un moteur synchrone à aimant permanent installé sur le train arrière. C'est donc une version propulsion. Et puis 2 versions à 4 roues motrices, avec donc un moteur toujours à l'arrière, mais également un moteur sur le train avant pour proposer la transmission intégrale. La version supérieure, c'est la version performance, la bien nommée, jugez plutôt, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 680 chevaux et 870 Nm de couple. Ça pousse fort. Concernant le poids de cette grande berline, eh bien, on sera entre 2366 kg pour la version à 2 roues motrices et 2553 kg pour la version la plus lourde. Concernant la charge tractable, eh bien là, ce sera 750 kg dans tous les cas, si la charge n'est pas freinée. Si la charge est freinée, eh bien, ce sera 1600 kg pour cette version à 2 roues motrices et 400 kg de plus, c'est-à-dire 2 tonnes très exactement pour les versions à 4 roues motrices. Entre les 4 roues, sous le plancher, la batterie qui va alimenter le moteur électrique, une batterie NMC dans tous les cas, nickel, manganèse, cobalt, avec laquelle vous allez pouvoir recharger au quotidien à 90%, 90% pour préserver la batterie, puisque chimie NMC qui n'aime pas être rechargée en permanence à 100%, vous rechargerez bien évidemment occasionnellement à 100% en prévision d'un long trajet, le tout en respectant les consignes du constructeur. L'autonomie maximale 700 km, vous l'obtiendrez très logiquement avec les 2 versions équipées de la
la plus grosse batterie, c'est-à-dire les versions à 4 roues motrices, 700 km. En théorie, c'est très confortable, mais qu'en est-il dans la vraie vie avec les températures de cette semaine, entre 2 et 11 degrés? Je vous livre les chiffres réels auxquels je suis arrivé tout à l'heure quand on sera sur la route. Concernant cette version à 2 roues motrices, c'est sensiblement moins, 651 km toujours en théorie, et pour la pratique, on verra ça tout à l'heure. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche et quand on ouvre la trappe, une trappe à ouverture manuelle, c'est la solution la plus efficace, et bien 2 connecteurs dont un qui est accessible directement. Pour la recharge du quotidien, c'est très bien, c'est le connecteur en partie supérieure, connecteur de type 2. Il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW et concernant le temps de recharge sur le courant alternatif, pour un 0-100%, comptez 10 heures avec la petite batterie, 11 heures avec la plus grosse batterie. Évidemment, c'est pour un 0 à 100%. Si votre batterie est déjà à 15 ou 20%, ce sera forcément un petit peu moins. Et puis pour la recharge sur le courant continu, on va retirer le petit cache en partie inférieure. On a la somme des 2 connecteurs, c'est le connecteur combo CCS pour la recharge sur les superchargeurs avec ces gros câbles, pas toujours faciles à manipuler, ces gros connecteurs que vous allez pouvoir brancher donc sur la somme des 2 connecteurs et obtenir des temps de recharge bien inférieurs, puisqu'on a ici une plateforme 800 volts qui va permettre des temps de recharge inférieurs grâce à des puissance de recharge très confortable, 350 kW avec la plus grosse batterie, ce sera 310 kW sur cette version à 2 roues motrices. En théorie, ça donne quoi? 22 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. 22 minutes en théorie, mais combien dans la vraie vie? Regardez. Dans la dernière vidéo, souvenez-vous, avec la Nissan Micra, j'étais à un hub de recharge Total Energy, c'est du côté de Mont-Saint-Guibert. Ici, je suis en Flandre, au bord d'une route qui est très fréquentée, un chargeur directement accessible, que dis-je, non pas un, mais 4 chargeurs, puisqu'il y a 2 stèles, avec à chaque fois, vous le voyez derrière moi, 2 connecteurs et une puissance délivrée qui est très confortable. Des stations de recharge, il y en a beaucoup, estampillées Total Energy évidemment, puisque c'est le réseau de recharge le plus vaste en Europe, et avec la carte Charge Plus et l'application Charge Plus, eh bien vous trouverez extrêmement facilement le point de recharge le plus approprié selon le type de véhicule que vous utilisez et le parcours que vous empruntez. Niveau de la batterie, 10%, 10-80, 22 minutes en théorie. On va voir ce qu'il en est dans la pratique. Allez, c'est parti. Pour recharger, le principe, il est toujours tout simple, c'est toujours le même. On passe la carte. On choisit le connecteur. Là, bien sûr, j'ai retiré le petit cache pour avoir la prise combo CCS. La voiture annonce 25 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. 25 minutes, il est 15 heures. Ça nous emmène donc à 15h25. Il est maintenant 15h12 et la voiture m'annonce 10 minutes de temps restant pour rejoindre 80%. Ça veut dire qu'on ne serait pas à 25 minutes, mais bien à 22 minutes, ce qui est le temps théorique que le constructeur annonce pour une recharge de 10 à 80%. La puissance de recharge vient de chuter, elle est toujours de 156 kW là précisément. Voilà, on est à 80%, la recharge vient de se terminer à l'instant et il est 15h23. On a donc mis une petite minute de plus pour passer de 10 à 80%, 23 minutes au lieu de 22 minutes compte tenu des conditions climatiques. On est aux alentours de 10 degrés, compte tenu du fait que le préchauffage de la batterie, le préconditionnement de la batterie n'a pas été sans doute suffisant. C'est franchement un excellent résultat. L'ouverture du haillon, elle est électrique sur toutes les versions quand même. Notez les pictogrammes qui vous indiquent, c'est amusant, ce qui peut rentrer, ainsi que les différentes dimensions. C'est pratique et c'est sympa. La capacité du coffre, 424 litres avec la banquette arrière fractionnable 40-20-40 en place. C'est très moyen compte tenu de la taille de la voiture et jusqu'à 1256 litres avec la banquette arrière complètement rabattue. Là non plus, on n'est pas sur un record. 40-20-40, ça veut dire qu'on va par contre pouvoir transporter les objets longs en rabattant la partie centrale tout en conservant 2 vraies places à l'arrière. Et ça, c'est top. Dans le coffre, on retrouve un crochet pour les sacs de course de chaque côté, 4 anneaux de fixation, à gauche un espace de rangement avec filet de retenue, à droite la commande pour faire varier la hauteur de la suspension ainsi qu'une prise 12 volts. Sous le plancher, un espace de rangement supplémentaire pour les câbles ou accessoires. Et puis sous le capot, un frunk de 27 litres de capacité qui pourra lui aussi accueillir par exemple le ou les câbles de recharge, comme c'est le cas, vous le voyez, dans cette voiture d'essai, c'est bien vu. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord d'inspiration très scandinave au niveau de l'ambiance de cette berline Volvo, eh bien me voici installé à l'arrière. Y est-on bien installé? Alors je dirais qu'il y a à boire et à manger, en tout cas quand on mesure
1m90, 1m90 avec ma taille installée à l'avant et à l'arrière, ce qui va sans doute pas vous arriver tous les jours, mais qui peut le plus, peut le moins. Voyons donc ce que ça donne avec 1m90. Donc, si je m'installe ici correctement à l'arrière, vous le voyez, j'ai un angle ici qui n'est pas favorable. La faute au pack de batterie, bien sûr, qui se trouve, comme dans toutes les voitures électriques, sous le plancher de l'habitacle, ce qui fait qu'on a un siège qui est positionné relativement bas, un plancher haut et donc un angle ici qui n'est pas très favorable. Sur des plus longs trajets, c'est pas la position idéale. Bonne nouvelle, on peut ici, attention, pas sur toutes les versions, baisser le dossier du siège arrière avec les petits boutons qui se trouvent sur la portière, sur la partie 40 ici et sur la partie 60 de l'autre côté. Là, c'est un petit peu mieux au niveau du dossier puisque je suis un petit peu plus incliné, donc c'est plus confortable. Mais l'angle ici reste peu favorable, malheureusement. À vous de voir si ça vous convient. Au niveau de la tête, pas de problème. Au niveau du sol et des pieds, là par contre, difficile de rentrer les pieds sous le siège conducteur avec le siège avant toujours réglé pour moi, ce qui veut dire que je dois les reculer un petit peu, ce qui n'arrange évidemment pas l'angle que j'obtiens ici. On a en partie supérieure un toit vitré, ça c'est 2 séries sur toutes les versions, mais il est électrochromatique, c'est-à-dire qu'il s'opacifie de manière électrique en fonction de la luminosité, uniquement sur la finition supérieure ultra. On n'a aucune poignée de maintien ici. Par contre, on a 2 petits crochets, un de chaque côté ici à l'arrière, en plus des haut-parleurs supplémentaires du système audio, un système audio qui compte énormément de haut-parleurs. Il est optionnel, le système qu'on retrouve dans cette voiture. Je vous en parlerai sur la route, c'est du très très haut de gamme. Si je continue à descendre, alors pour une raison que j'ignore, aucune poche aumônière à l'arrière des sièges avant. C'est un petit peu dommage. En matière de rangement, du coup, ce sera un petit peu moins pratique. On a par contre les beaux inserts ici, derrière le siège conducteur et derrière le siège passager, des inserts qu'on va retrouver sur la planche de bord. On verra ça dans un instant. Ensuite, si je continue à descendre, à l'arrière de la console centrale, on a les réglages de température pour le passager à gauche et pour le passager à droite. On a également des sièges ventilés et chauffants ici à l'arrière, évidemment pas de série sur toutes les versions, 2 prises USB en partie inférieure et un plancher plat, ce qui est plutôt favorable du coup pour le passager central ici à l'arrière, qui devra composer avec un dossier un petit peu plus dur, puisqu'on a la partie centrale qui va se rabattre. Là aussi, c'est pas sur toutes les versions que vous obtenez cet accoudoir central ici à l'arrière. Un accoudoir central avec une première partie qui s'ouvre avec 2 porte-gobelets et puis une deuxième partie avec là aussi une ouverture et des rangements supplémentaires. Voilà qui est sympa et donne l'impression de voyager en business class, ce qui n'est pas désagréable. Je pense avoir fait un petit peu le tour ici à l'arrière. On voit notamment sur l'arrière des appuis-têtes à l'avant qu'on a également la signature Bowers & Wilkins, c'est la marque du système audio. Ça veut dire qu'on a également des haut-parleurs dans les appuis-têtes à l'avant, décidément. Oui, je vous en parlerai tout à l'heure quand on sera donc sur la route. Vous aimez les intérieurs d'inspiration scandinave de Volvo? Eh bien, bonne nouvelle, cette voiture reste parfaitement fidèle à l'ambiance très particulière qu'on retrouve dans une Volvo. Un intérieur Volvo, ça ne ressemble à aucun autre intérieur et c'est tant mieux, on aime ou on n'aime pas. Évidemment, vous aurez le choix parmi les couleurs et finitions, de la plus sobre, pour ne pas dire sombre, à la plus lumineuse, comme cet intérieur avec insert en bois clair par exemple. Rien à dire concernant les assemblages, le choix des matériaux, c'est très sérieux. Allez, un petit bémol tout de même, ces commandes en piano black sur le volant, c'est moche, c'est fragile, c'est salissant, mais c'est plus réactif que les mêmes commandes chez Polestar. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a eu un petit peu de fine-tuning, comme on dit, de réglage fin qui a été effectué et ça réagit très très bien. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord. Sur la portière conducteur en partie haute, on va retrouver l'une des enceintes du système audio. On reviendra sur ce système sur la route. En partie intermédiaire, la poignée de fermeture, la poignée d'ouverture, ainsi que les vitres électriques et le verrouillage centralisé. Il y a 2 boutons pour les vitres électriques. Vous commandez donc celle de l'avant ou celle de l'arrière, mais pas les 4 en même temps. Moi, ça me va, mais je sais que pour certains, c'est pas top. Plus bas, le vide-poche, assez vaste et qui propose un fond antidérapant. À gauche du volant, sur
sur le tableau de bord, rien du tout. Tout en bas, la commande d'ouverture du capot. Le volant, il est à réglage électrique. À gauche, les aides à la conduite et la modification de la présentation de l'écran instrument. Et à droite, la commande vocale et les commandes audio. Derrière le volant, les commodos. À gauche, les clignotants, les éclairages et les essuie-glaces uniquement à l'avant. Il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. Et puis à droite, le sélecteur de sens de marche et l'activation du régulateur de vitesse adaptatif avec ou sans gestion du centrage. C'est vous qui décidez avec la commande à gauche sur le volant. Ensuite, l'écran instrument de 9 pouces de diagonale, solidaire de la colonne de direction. Et puis, au travers du pare-brise, l'affichage tête haute présent dès la finition intermédiaire plus avec les infos classiques, vitesse instantanée, vitesse maximale autorisée, les indications liées à l'activation de la conduite assistée et les indications de navigation. Concernant la personnalisation de l'affichage, je réveille la voiture avec pied sur le frein, le rapport que j'engage, D en l'occurrence ici. Alors qu'est-ce que je peux avoir? J'ai ici la carte du système de navigation. C'est très bien. Et si j'appuie sur le petit bouton ici à gauche, eh bien je vais pouvoir avoir d'autres vues. Ici, la vue des aides à la conduite. La voiture évidemment voit son environnement qui s'affiche donc ici de part et d'autre de la voiture quand on roule. On a également une vue simplifiée. Et puis si j'appuie une nouvelle fois ici, eh bien une vue de nouveau du système de navigation. Au centre de la planche de bord, il est positionné verticalement, alors que sur la nouvelle EX60, il est positionné désormais horizontalement. C'est l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 14,5 pouces, piloté toujours par Android Automotive, j'y reviens dans un instant. Plus bas, le réglage du volume et les commandes de plage ou station précédente et suivante. Et derrière l'écran, un espace de rangement. Juste en dessous, un espace pour recharger son smartphone par induction. Oui, un seul et pas deux, dommage. Plus en arrière, les deux porte-gobelets sous un couvercle recouvert du même bois, du même plaquage bois que sur la planche de bord. Et puis ensuite, deux prises USB-C plus en arrière et sous la coudoir centrale, un espace de rangement pas très grand mais recouvert de feutrine et avec un fond antidérapant. La boîte à gants, elle n'est pas très grande mais elle est aussi recouverte de feutrine et s'ouvre à la Tesla, c'est-à-dire via l'écran d'infodivertissement. Notez enfin qu'on a un rétroviseur caméra sur cette voiture. C'est une bonne idée étant donné que la vue vers l'arrière, si on utilise le miroir classique, est très limitée. Par contre, j'ai pas été convaincu par le rendu de ce rétroviseur caméra. J'ai trouvé ça moins convaincant que dans la Polestar 4, notamment dans l'obscurité. Voyez ce que ça donnait, hein, ce jeudi matin par exemple, très tôt, bof. La raison, peut-être, un placement, un positionnement derrière la vitre. On l'a vu de manière pas très esthétique d'ailleurs, ça fait un peu bricolage. Et du coup, comme il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière, ça va compliquer évidemment le fait d'avoir une belle visibilité et une belle définition d'image. Voilà pour la description de l'intérieur de cette Volvo. On va passer maintenant au système d'infodivertissement. Le système d'infodivertissement de cette voiture, il est basé évidemment, comme sur les autres Volvo, sur Android Automotive. C'est donc Google qui gère l'entièreté de l'électronique du tableau de bord de cette voiture, avec le meilleur de Google, évidemment, comme le Google Assistant, comme Google Maps, avec le planificateur de Google qui fonctionne vraiment très bien. Par exemple, si je me rends au gîte de la Roure, comme vous le voyez ici, 1h30, et j'arriverai à destination avec 14%. Je suis à 48% pour l'instant de capacité de batterie. Voilà, c'est très précis, c'est très sympa et le système avec une intégration de plus en plus appuyée de Waze, eh bien vous permet maintenant également d'ajouter vous-même un signalement, accident, ralentissement, police, etc. C'est donc maintenant inclus également dans Google Maps et ça c'est vraiment sympa. Parmi les autres options disponibles, évidemment l'assistant vocal ici, les options qui se trouvent ici, les paramètres de guidage, vous pouvez avoir les bâtiments 3D également, la vue satellite ou la vue plus classique. Personnellement, je préfère la vue satellite, hein, c'est plus sympa. Vous demandez les alertes uniquement, le son réactivé ou le son désactivé. Ensuite, ici, possibilité de gérer la vue que vous préférez, soit celle-ci nord vers le haut, soit le trajet, mais il n'y en a pas pour l'instant de sélectionner, ou soit la vue utilisateur. Ici, on l'a dit, pour ajouter des événements sur la route, et puis ici, le filtrage des bornes de recharge que vous allez rencontrer sur votre parcours. Ici, on a le zoom, et puis ici, le profil. En haut à droite, vous allez pouvoir connectez donc votre profil Google à la voiture et donc tous vos favoris, etc. vont se retrouver déjà dans la voiture alors que vous n'avez encore rien introduit. C'est vraiment pratique.
Ici en dessous, deux petits widgets, notamment liés au téléphone ici qui est connecté avec Apple CarPlay et ici avec le média en cours de lecture. Vous pouvez les faire disparaître en appuyant une fois sur la petite maison, ce qui a pour effet d'agrandir la carte, ce qui peut être sympa sur un long trajet par exemple si vous voulez suivre ce qui est en train de se passer. On va les rappeler, voilà. Remarquez qu'en fait ils n'ont pas complètement disparu puisque le widget radio est venu s'insérer ici à gauche pour accéder aux fonctions principales si je veux mettre en pause ou si je veux passer à la station suivante par exemple. On va le redéployer, le voici. On a ici une ligne de commande qui est dynamique, donc en fonction de l'état de la voiture. Là, je suis arrêté par exemple, je n'ai pas accès au mode de conduite, mais quand je suis en route, j'ai accès au mode de conduite. Voilà, donc c'est extrêmement dynamique, c'est très sympa. Si je ne suis pas en radio, j'ai la radio qui va s'afficher ici. Je vais pouvoir donc la rappeler facilement. Donc en termes d'ergonomie, certains vont regretter qu'on ait un tout à l'écran ou presque dans cette voiture. Mais franchement, ce tout à l'écran, il fonctionne selon moi vraiment bien. C'est très bien pensé. C'est pensé pour que les fonctions auxquelles vous voudrez avoir accès rapidement, soient directement accessibles sans devoir rentrer dans des menus, des sous-menus, etc. Notamment si vous voulez couper le bip de survitesse, là aussi, deux manipulations simplement et c'est réglé. D'ailleurs, à propos du bip de survitesse, il y a une petite surprise dans cette voiture. Vous l'avez peut-être découvert déjà dans la vidéo premier trajet consacré à cette Volvo. Il y a moyen de s'en passer complètement. Et ça, c'est génial. Je vous en parle sur la route dans un instant. Alors tout en bas, outre la petite maison, on a l'accès aux applications, toutes les applications qui se trouvent ici. Vous avez accès au Play Store également, le Play Store de Google. Et donc vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez, comme Spotify directement intégré dans la voiture, Waze directement dans la voiture. Donc même si votre téléphone n'est pas présent, c'est l'avantage d'Android Automotive, c'est que vous avez accès à toutes ces applications, même sans votre téléphone, que ce soit un téléphone Apple ou un téléphone basé sur Google. Alors autonomie et trajet pour toutes les informations liées à la consommation, notamment radio, on l'a dit, Google Maps, l'assistant Google, Abbey Road Studio Mode. Alors ça, c'est impressionnant, je vous en parlerai sur la route. Direction Londres, les studios Abbey Road qui ont travaillé avec Volvo pour le système que vous avez dans cette voiture. Un système hyper perfectionné de rendu audio. Donc vous allez être en immersion totale, c'est rien de le dire. Je vous détaillerai tout ça quand on sera sur la route, mais c'est vraiment extrêmement impressionnant. On revient en partie inférieure. Ici, activé, on va les désactiver d'ailleurs, le volant chauffant et le siège chauffant. On a également le siège ventilé dans cette voiture. On peut synchroniser évidemment les deux températures avant ou bien les désynchroniser. Ici, elles sont synchronisées. On va descendre le petit menu. Ici, on a à droite les feux de détresse et puis ici le petit bouton avec la voiture, les commandes rapides, des accès rapides ici et puis ensuite des paramètres un petit peu plus profonds classés par catégorie évidemment, conduite, commande, son, connectivité, etc., etc. Et puis le statut de la voiture, tout est en ordre me dit-elle, c'est très bien, c'est là que vous retrouvez la pression des pneus également. On revient ici et si on partait vers Marseille. Rechercher Marseille. Et là, on sait que ce système, c'est exactement le même système que j'avais dans la Polestar 2, le système d'Android Automotive, donc Google Maps. On sait que ce système, forcément, il est hyper fiable. Et ça, c'est chouette parce que vous savez que vous irez d'office à destination, il n'y a pas de stress. Ce qu'on vous donne comme info ici et notamment à combien de pourcents de batterie vous arriverez à destination, c'est hyper fiable et vous pouvez jouer facilement dessus. Si vous voyez que vous roulez un petit peu trop vite et qu'il y a 1 ou 2% en moins, hop, vous levez le pied pendant quelques minutes et vous allez constater que tout revient dans la normale. Donc c'est hyper facile à gérer, pas de stress. La voiture vous emmène d'office vers les arrêts qui sont les plus adéquats. Ici par exemple, on a 4 arrêts. Alors pourquoi 4 arrêts? Parce que je suis à 48% de batterie et donc il y a un petit arrêt de 11 minutes ici quelque part dans le sud de la Belgique avant d'arriver au Luxembourg. Si j'avais une batterie à 100% et avant d'entamer un trajet vers Marseille, évidemment je chargerais la batterie à 100%. Et bien dans ce cas-là, j'ai fait le test quand j'ai récupéré la voiture, j'aurais 3 arrêts d'une trentaine de minutes à peu près. Donc on est sur 1h30 au total en 3 arrêts. Vous allez pouvoir moduler ça bien sûr. Si je pars maintenant, peut-être que l'arrêt ici
ici, au nord de Lyon, à hauteur de la Suisse, eh bien, peut-être que l'arrêt ici de 38 minutes, je vais m'arrêter un petit peu davantage. Et dans ce cas-là, si je ne gêne personne, évidemment, et que je peux aller un petit peu au-delà de 80%, eh bien, peut-être que je devrais un peu moins m'arrêter, du coup, au sud de Lyon. Mais tout ça sera recalculé en temps réel, bien évidemment, par la voiture. Donc là, c'est 4 arrêts pour l'instant. En vrai, c'est 3 arrêts si vous partez avec 100%. Et vous pouvez avoir le détail de ces arrêts, quelle borne de recharge, combien de temps vous allez devoir y rester, à quelle heure vous y arrivez, etc., etc. En l'occurrence, ici, en partant à 12h33, eh bien, j'arrive à Marseille à 23h48 avec 12% de batterie, 11h16, 1012 km, temps de recharge inclus. Et je peux modifier les étapes si je le souhaite. Franchement, ce système, il est très, très, très convaincant. Moi, personnellement, c'est un de mes systèmes préférés. On est à l'arrêt, je le disais, donc qu'est-ce que j'ai ici? Boîte à gants. Je peux vouloir ouvrir la boîte à gants. On est à l'arrêt toujours, je peux vouloir appeler le menu caméra par exemple, et avant de démarrer, s'il faisait beaucoup plus froid, je peux appeler le dégivrage également. Donc c'est vraiment super intuitif. Le menu qui vient du haut également, des petites notifications, on peut tout effacer, et on a ici la gestion des profils et ici la gestion de la connectivité. Voilà, franchement c'est très sympa ce système Android Automotive. Moi personnellement pendant 4 ans, je l'ai adoré dans la Polestar 2, il s'est amélioré avec le temps, notamment avec l'intégration des événements de conduite, c'est l'intégration de fonctions que vous retrouvez sur Waze appartenant à Google évidemment. Tout ça c'est grandement amélioré. Au niveau des applications également, il y a des applications qui se sont ajoutées au fur et à mesure, notamment l'application Radio Player par exemple qui vous permet d'écouter la radio numérique, vos radios préférées en qualité numérique sur la route où que vous soyez. Voilà, je vous propose d'appuyer ici et on va maintenant prendre la route et je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Pour démarrer, pied sur le frein, vous emmenez le sélecteur de sens de marche sur D vers le bas ou sur R vers le haut et vous pouvez vous élancer. Alors, 2 constats. 1, le démarrage s'effectue en douceur. Il n'y a pas le petit à-coup qu'on a parfois quand on quitte l'arrêt complet avec certaines voitures. Et 2, si vous avez bien tout paramétré, on y reviendra dans un instant, eh bien vous n'avez aucun bip à couper. Et ça, au quotidien, franchement, ça fait du bien. En fonction du niveau de finition, les sièges seront plus ou moins évolués avec bien sûr davantage de réglages possibles sur les finitions supérieures. Cela dit, en entrée de gamme Core, les sièges sont déjà dits confort, à réglage électrique avec mémoire. Ils sont également chauffants et disposent en plus d'un réglage lombaire électrique. Sur la finition intermédiaire plus, une allonge de l'assise fait son apparition, alors que sur la finition supérieure ultra, celle dont j'ai pris le volant donc cette semaine, eh bien là c'est la totale avec des supports latéraux à réglage électrique, une fonction de ventilation à l'avant, et sur les 2 places principales à l'arrière, on l'a vu, et puis également une fonction de massage pour les 2 sièges avant, avec 3 vitesses, 3 niveaux d'intensité et plusieurs programmes disponibles. Toutes les aides à la conduite qu'on est en droit d'attendre d'une berline premium en 2026 sont bien évidemment présentes dans cette voiture. Alors conduite assistée, alerte en tout genre, aide au dépassement, adaptation automatique moyennant confirmation au volant aux limitations de vitesse rencontrées, etc., etc., etc. Le tout fonctionne très très bien, franchement rien à dire. On a évidemment un volant capacitif sur cette voiture, ça veut dire que vous pouvez la laisser gérer le centrage sur la voie de circulation sans appliquer de force au niveau du volant, juste en laissant les mains délicatement posées dessus. La voiture ne vous rappellera pas à l'ordre. Concernant les bips de survitesse, 2 appuis sur l'écran pour les couper, la petite voiture et le petit raccourci, mais vous pouvez aussi les éviter de manière définitive en choisissant, plutôt que les bips, le durcissement de l'accélérateur quand on se rapproche de la vitesse maximale autorisée. À vous de vous y conformer ou d'insister un petit peu au niveau de la pédale, et dans ce cas-là, eh bien, vous franchirez la limite de vitesse à vos risques et périls. Ça reste en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est très confortable. Vous pouvez également supprimer ce durcissement en effectuant la même manipulation, la petite voiture et le raccourci. Le seul bémol, eh bien, il est commun à toutes les voitures qui lisent les panneaux, c'est pas propre à cette voiture, c'est imprécis, et donc on se retrouve régulièrement avec une voiture qui affiche et qui vous invite à vous conformer à une vitesse qui n'est pas la bonne. Espérons que les choses s'améliorent avec le temps, tant la lecture des panneaux par les voitures que la cohérence dans le positionnement, le placement des panneaux routiers sur le bord de la route, histoire que tout ça fonctionne mieux ensemble. Comme vous l'avez sans doute déjà compris, cette voiture est une invitation à la détente
à profiter, clairement pas une invitation à la sportivité. On est sur un véhicule assez lourd, oui, mais on est sur un véhicule qui parvient quand même à être confortable et efficace sur la route, un véhicule bien maintenu grâce aux suspensions pneumatiques proposées de série sur cette finition supérieure Ultra. Franchement, au quotidien, c'est un vrai régal. Et en combinaison avec le silence de fonctionnement et le système audio, lui aussi optionnel de cette voiture d'essai, eh bien le résultat est très très convaincant. Parlons maintenant justement du bruit, ou plutôt de l'absence de bruit, vous l'entendez, et de ce fameux système audio. Vous êtes plusieurs à l'avoir mentionné dans les commentaires de la vidéo premier trajet consacrée à cette voiture. Le silence est saisissant dans cette voiture, aussi quand on regarde la vidéo visiblement. L'ambiance est donc très feutrée grâce à une excellente filtration des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques. C'est très premium, franchement, rien à dire. Concernant la partie audio, l'installation audio, sur la finition d'entrée de gamme Core, vous aurez droit à une installation à 10 haut-parleurs de 220 watts, ce qui devrait contenter les moins exigeants. À partir de la finition intermédiaire plus, ce sera un système Bose de série avec 14 haut-parleurs qui délivrent une puissance de 940 watts, voilà, qui est beaucoup plus confortable. Mais le top, en option, sur plus et ultra, eh bien ce sera le système Bowers & Wilkins à plus de 3000 € tout de même. Celui-là se compose de 25 haut-parleurs, dont 4 rien que dans les appuis-têtes. La puissance est plus que généreuse, 1610 watts, et les réglages sont très nombreux. Vous aurez entre autres droit au son Abbey Road, on l'a vu, développé en étroite collaboration avec les ingénieurs du son du mythique studio londonien. Le son, il est juste incroyable, une qualité de son qui a un prix, mais si vous êtes un mélomane averti et que vous pouvez vous le permettre, la dépense vaut vraiment le coup. 11,82 mètres, c'est la distance précise nécessaire entre trottoirs pour permettre à cette voiture de faire demi-tour. Un diamètre de braquage que j'ai trouvé plutôt raisonnable finalement cette semaine dans mes trajets du quotidien. Bien sûr, c'est une grande voiture et elle ne dispose pas de roue arrière directrice. Et donc franchement, ça ne m'a pas manqué cette semaine. Je suis d'ailleurs pas très adepte des roues arrière directrices en raison du flou que ça induit au niveau des mouvements de la voiture. C'est pas très agréable. J'ai donc été agréablement surpris par le diamètre de braquage, la maniabilité finalement de cette voiture cette semaine. On va pas dire qu'elle est maniable, mais en tout cas sa longueur se ressent moins qu'avec d'autres. Et puis il y a le système de caméra à 360 degrés qui, dès la finition d'entrée de gamme, est une aide qui est toujours la bienvenue en ville, dans les espaces les plus exigus. Franchement, c'est pas mal. Chez Volvo, comme chez Polestar, la conduite à une pédale est vraiment un régal à utiliser, si vous aimez ça évidemment, avec une bonne puissance de récupération au lever de pied de l'accélérateur, donc ça veut dire que vous n'aurez quasiment jamais besoin de mettre le pied sur le frein. Bonne nouvelle, si vous n'aimez pas la conduite à une pédale, vous pouvez aussi la désactiver, c'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, la voiture va privilégier l'élan au lever de pied de l'accélérateur. Elle ne ralentira pas, donc elle ne récupérera pas l'énergie. Une position automatique est également disponible pour un ralentissement plus ou moins appuyé au lever de pied de l'accélérateur en fonction des conditions de circulation. Ça fonctionne bien, mais personnellement, je préfère un ralentissement constant, plus prévisible. J'opte donc, évidemment, vous me connaissez, pour la conduite à une pédale. Sur les deux premiers niveaux de finition, les phares sont à technologie LED avec basculement automatique feu de route, feu de croisement. Sur cette finition supérieure Ultra, les phares de série sont les phares pixels haute définition. Alors au-delà des séquences d'accueil et de départ qu'ils permettent, ils sont surtout très utiles pour obtenir le meilleur éclairage possible. La voiture reste en permanence en feu de route dans les zones qui ne sont pas ou peu éclairées. Elle va ensuite éteindre juste une partie du faisceau lumineux sans repasser en feu de croisement pour ne pas éblouir ceux que vous croisez ou ceux que vous suivez. Ça fonctionne globalement bien et à aucun moment ils ne sont restés allumés alors qu'ils n'auraient pas dû. Franchement, c'est top. Concernant l'éclairage intérieur, voyez ce que ça donne. L'éclairage par transparence des inserts en bois, franchement, ça fait très premium. On est bien loin des éclairages parfois un peu bling bling qu'on peut trouver ailleurs, parfois dans du premium du côté de l'Allemagne, si vous voyez ce que je veux dire. L'autonomie théorique de cette voiture, c'est jusqu'à 631 km précisément, configurée comme elle est en cycle mixte norme WLTP, donc sur cette version à 2 roues motrices équipée entre autres des jantes optionnelles de 22 pouces. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique et cette semaine il a fait entre -1 et 11 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets domicile, lieu de travail du quotidien avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors
chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important, en tenant compte de tous ces paramètres. Pas forcément favorable, beaucoup d'autoroutes, des températures assez basses. Je suis arrivé à une moyenne de 21 kWh au 100 et cette valeur, plutôt raisonnable compte tenu des circonstances de cette semaine de conduite et du poids de la voiture. Cette valeur, elle va m'autoriser autour de 400 km réels sur une recharge complète, donc de 100% à 0, dans les conditions donc de parcours et météo de cette semaine. Avec moins d'autoroutes, des températures plus clémentes, on pourra largement faire baisser cette moyenne et donc sensiblement encore augmenter le rayon d'action. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici. Prix de départ de cette version d'entrée de gamme finition Ultra, donc finition supérieure en Belgique, 82 490 €, 82 490 €. On a quelques options sur cette voiture, notamment la peinture métallisée Aurora Silver, je vous le disais tout à l'heure, c'est 1190 € en Belgique, les jantes de 22 pouces, 1290 €, le Winter Pack comprenant le volant et les gicleurs chauffants entre autres, c'est 290 €, le Cruise Pack qui comprend le Pilot Assist et le Park Pilot Assist, 2490 €, c'est pas l'option la plus chère. Non, l'option la plus chère, c'est le système audio Bowers & Wilkins High Fidelity, 3290 €. Prix total de cette voiture d'essai en Belgique, 91 040 €, 91 040 €. Ça commence à faire un petit peu cher. Rendez-vous sur le site internet de Volvo pour configurer votre Volvo ES90 idéal et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors, deux avantages au moins. Le premier, c'est la valeur résiduelle. Combien vaudra cette voiture comme n'importe quelle autre que vous achetez aujourd'hui dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans? Personne ne le sait, évidemment. Dans la période de transformation technologique que nous vivons, en passant de la voiture thermique à la voiture électrique, l'avantage, c'est que ce n'est pas vous qui prenez le risque avec la formule de leasing, c'est la société de leasing. Et puis deuxième avantage, c'est une formule tout compris, c'est-à-dire que vous payez une mensualité, un loyer chaque mois, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, donc leasing opérationnel ou private lease, et dans les deux cas, tout est inclus, la mise à disposition du véhicule, mais également tous les frais qui gravitent autour, comme le remplacement des pneus, l'assurance ou encore les entretiens et les taxes. Tout ça est lissé sur toute la période de possession du véhicule, d'utilisation du véhicule. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas des mois où vous allez devoir sortir plusieurs centaines d'euros supplémentaires de votre poche pour payer justement tous ces frais annexes. Tout ça est donc compris dans le loyer que vous payez. Pour ces deux bonnes raisons au moins, mais il y en a plein d'autres, demandez une offre, ça n'engage à rien sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Définitivement, cette berline Volvo est une réussite. Elle offre de belles prestations routières, un confort de haut niveau, son arsenal technologique est à la pointe et son système d'infodivertissement basé sur Android Automotive est très ergonomique. Et puis surtout, c'est une Volvo avec un vrai intérieur Volvo. Les inconditionnels de la marque seront sous le charme et celles et ceux qui cherchent quelque chose de différent par rapport au premium allemand aussi. Parmi les quelques bémols, les boutons en piano black sur le volant qui pour le coup ne font pas très premium. Un relatif tout à l'écran qui rebutera certains, même si personnellement j'ai trouvé ça très ergonomique, et un volume de coffre qui n'est pas gigantesque. Là aussi, moi, ça me convient, tout va dépendre donc de vos besoins. Et puis, il y a le prix, très élevé, certainement sur cette voiture d'essai en finition haut de gamme, alors que par ailleurs, la concurrence est de plus en plus fournie et plutôt agressive. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, la semaine prochaine, je vous l'ai dit, ce sera l'essai du break de chasse Zeekr 001. En février toujours, il y aura l'essai du Suzuki e-Vitara, dont je vous ai déjà proposé le premier trajet en découverte sur la chaîne. Et puis en mars, une nouveauté que vous attendez avec impatience, elle est signée BMW. Il s'agira de la BMW iX3. On verra ce que ça donne en termes de prestations routières, de consommation également, puisqu'on est là aussi avec une voiture qui promet beaucoup en termes d'autonomie. Et puis toujours en mars, on clôturera le mois de mars avec l'essai du Jeep Compass 100% électrique. Autant de bonnes raisons de vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide à faire grandir la chaîne également. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Ça aussi, ça fait plaisir. Merci de votre fidélité et à bientôt.